à consulter le sommaire de la présentation de notre prochain invité, conclut que Jésus est mort vieux. Jésus est mort vieux parce que l'espérance de vie était de 27 ans à l'époque du Christ, qui est quand même mort passé 30 ans. Espérance de vie qui est maintenant de plus de 80 ans. En parallèle à l'augmentation de l'espérance de vie, il y a des progrès scientifiques et l'éducation qui se sont démocratisés et qui ont fait de nous des humains plus critiques, qui hésitent de moins en moins à remettre en doute des préceptes religieux, politiques et pseudo-scientifiques sans fondement concret, souvent vieux de plusieurs millénaires. La notion même de longévité s'est aussi modifiée au fil des siècles. Depuis les années 1800, l'espérance de vie a grimpé d'à peine plus de 15 ans par rapport à l'époque des empires romains d'Orient et d'Occident. Hey, ça, moi, c'est pas mon fort, l'histoire, je vous le dis, là. D'Orient et d'Occident, et ce, malgré presque 2 millénaires d'évolution sociale et scientifique. Et pourtant, rares étaient les femmes au 17e siècle qui atteignaient la ménopause, période à laquelle la fertilité humaine s'éteint et la maturité disparaît. Cette conférence abordera les notions de longévité et de vieillissement dans un contexte contemporain où les maladies chroniques et coûteuses du vieillissement côtoient les avancées scientifiques les plus incroyables en biologie et en génétique. Nous discuterons entre autres de la place envahissante des maladies chroniques dans nos sociétés occidentales, ainsi que des facteurs de risque et de prévention qui les régissent et dont nous devons nous soucier pour la survie même de notre système de santé. Cette présentation sera faite par le Dr Jules Poirier, professeur titulaire de médecine et de psychiatrie de l'Université McGill et directeur de la recherche sur le vieillissement, la cognition et la maladie d'Alzheimer au Centre de recherche de l'Institut Douglas au sein du CIUS de l'Ouest de Montréal. Il est aussi cofondateur et directeur adjoint du Centre d'études sur la prévention de la maladie d'Alzheimer à l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, affilié à l'Université McGill. M. Poirier, je vous invite à nous rejoindre. Bon matin, tout le monde. Si j'ai bien compris la présentation juste avant, les femmes vivent plus longtemps et ça coûte plus cher. C'est ça? OK. Oui, tout à fait. Ce qu'on va faire dans les prochains 45 minutes, c'est faire un petit tour d'horizon. Je ne vous cacherai pas, ça se veut une conférence ludique. Je vais vous donner une espèce de vue d'ensemble de ce qu'on connaît de la science, des avancées scientifiques récentes des dernières 25-30 années. Autant sur ce qu'on appelle les modèles animaux, parce que vous comprendrez qu'étudier le vieillissement chez l'humain, la plupart des chercheurs qui font ça prennent leur retraite avant que les sujets qu'ils étudient prennent leur propre retraite. Donc, on étudie des animaux qui ne vivent pas longtemps, puis on essaie de comprendre comment ça fonctionne, puis voir si ça s'adapte à l'humain. Comme on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction, à l'époque de Jésus, l'espérance de vie était de 27 ans. Donc, techniquement parlant, Jésus, à 33, est mort vieillard pour l'époque. 1800 ans d'évolution, on arrive à la période des westerns, et on a à peine gagné 10, 15 ans, dépendant des endroits où on regarde dans le monde, en espérance de vie. On commence à être dans la mi-trentaine, quarantaine dans certains endroits, mais pas plus. Mais après, on voit qu'à partir de 1800, 1900, 2017, j'ai fait exprès d'y mettre la face, lui, on a une explosion de l'espérance de vie. Il y a une partie médicale, il y a une partie qui est très liée à nos choix de vie. Puis on va regarder ça en détail. La raison pour laquelle j'ai mis un soldat ici, c'est pour vous rappeler qu'en 1945, quand nos soldats, la plupart étaient des hommes, sont revenus de la guerre, on avait beaucoup de femmes dans les entreprises. Ma mère était une de celles-là. Elle fabriquait des détecteurs de mines à la Marconi pour la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il fallait trouver des emplois pour ces hommes-là qui revenaient de la guerre. Et on a rapidement demandé aux femmes de laisser leur place. Première chose qu'on a fait.
Et là, il y a quelqu'un au gouvernement fédéral qui s'est gratté la tête et s'est dit, là, il faudrait qu'on définisse le concept de retraite. Donc, on va faire ça simple. Retraite à 65 ans. C'est là que ça a parti. Sauf que le calcul, à l'époque, il faisait du sens, parce qu'au retour de la guerre, l'espérance de vie, en 1946, c'était 61. Donc, il y avait 4 ans de pension, fini, on n'a plus de prestations à verser. Mais on a encore les mêmes normes, soit dit en passant, de retraite à 65 ans aujourd'hui, alors que, vous le voyez sur le graphique, l'espérance de vie maintenant est de 80 ans, 82, 83 même chez les femmes du côté québécois. Donc, il y a une espèce de déconnexion entre la réalité de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ce qu'on vit aujourd'hui. Quand je donne des conférences publiques comme aujourd'hui, comme ce matin, souvent les gens me disent « Ah, vous savez, moi, dans ma famille, les gens ils vivaient vieux. Mon grand-père est mort vieux, mon père est mort vieux, fait que je devrais être vieux. » Il y a un petit peu de vrai là-dedans. Malheureusement, puis c'est pour ça que j'ai mis une balance ici, la génétique, donc les gènes qu'on hérite de nos parents, explique à peine 30 de la longévité chez l'humain. Le 70 puis ça, vous n'allez pas m'aimer, bien, c'est les choix que vous faites dans la vie. Vous avez déjà bien commencé, vous êtes venu m'écouter ce matin. Donc, en principe, vous allez sortir un petit peu plus sage qu'il y a à peu près une vingtaine de minutes. Mais cela dit, ça veut dire que du point de vue de notre environnement, je l'ai appelé environnement versus génétique, du point de vue de notre environnement, de nos choix de vie, des choses qu'on fait de notre vie, il y a un énorme impact et c'est ce qu'on va voir avec les découvertes scientifiques des dernières années. Donc, génétique, à peine 30 vous êtes pris, vous ne pouvez rien faire. Les gènes que vous avez à la naissance, vous vivez avec, vous allez mourir avec. Vous ne pouvez pas échanger. On n'est pas rendu là encore du point de vue scientifique. Qu'est-ce qu'on sait dans ce cas-là de l'autre aspect, l'environnement? Puis évidemment, quand je parle d'environnement, le plus important de tous les environnements, c'est ce qu'on met dans notre bouche. C'est lui qui est en contact direct avec l'intérieur de notre corps. Je vais vous donner des avancées scientifiques fascinantes. Le cas des abeilles. Je vous l'expliquais tout à l'heure, on étudie les animaux qui ne vivent pas longtemps. On a un ver de terre qu'on appelle C. elegans. Il vit 11 jours. Donc, faire une grosse étude de longévité, ça dure 2 semaines. Donc, on peut faire plein de choses. Dans le cas des abeilles, c'est un petit peu plus long. Vous savez que les larves qui donnent naissance aux abeilles, aux travailleuses, sont les mêmes larves qui donnent naissance à la reine. Une travailleuse, donc qui butine puis qui ramène le pollen, vit en moyenne, est-ce qu'il y en a qui le savent, l'été? 5, 7 semaines, gros maximum. Disons une saison. La reine qui, comme je vous disais, provient des mêmes larves, elle, à sa naissance, est traitée différemment. On lui donne à manger quelque chose de différent. Savez-vous quelle est l'espérance de vie moyenne d'une reine abeille? 5 à 7 ans. C'est la même larve, mais dans un cas, on lui donne de la nourriture de base, la nourriture des ouvrières, et dans l'autre, la reine, on lui donne, vous devez le savoir, c'est populaire dans les pharmacies du côté des produits naturels, la gelée royale, qui est essentiellement un mélange très riche de protéines, de sucre et de certaines hormones. Donc, quand je vous disais, c'est la même larve qui donne naissance à une ouvrière ou qui donne naissance à une reine. Quand on commence à nourrir la seule larve qu'on choisit pour devenir une reine, on lui donne la gelée royale. Les autres n'ont absolument pas le droit de manger ce type de nourriture et ça change complètement l'espérance de vie. Vous le voyez, de l'ordre de 20 fois en termes de longévité totale. Dans nos laboratoires, évidemment, on préfère travailler avec les rats et les souris. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus proche d'un point de vue biologique de nous que la reine ou même l'abeille ouvrière. Donc, vous le savez, dans le laboratoire, on aime particulièrement les gros rats de laboratoire blancs. On les met dans des espèces de grosses boîtes à chaussures, des cages,
dans laquelle ils passent leur journée assis sur leur gros derrière à dormir. On leur donne à manger de façon permanente. Fait que pour les garder occupés, ils vont, ils mangent. Ils retournent dans le fond de la cage, ils se lavent, ils dorment. À un moment donné, ils font un petit pipi, ils retournent, vont manger, vont boire, retournent dans le fond de la cage. Ça vous fait penser à du monde, hein? Ces rats-là, dans les meilleures conditions, dans un laboratoire, parce qu'on s'en occupe, le vétérinaire vient une fois par mois, au maximum, ils vont vivre 18-24 mois, 2 ans. Ça, c'est votre rat de laboratoire typique. J'ai des collègues à Montréal, moi, je ne les utilise pas, mais d'autres collègues à l'Université de Montréal qui utilisent le rat loup, L-O-U. C'est un rat bizarre qui choisit de lui-même de limiter sa consommation de nourriture. Donc, contrairement à mon rat blanc qui devient énorme, gros, mou, il fait des bosses, il fait bien des cancers, mais pas des cancers létals rendus à 18-24 mois. Mon rat loup, il est brun, il est comme grillé, il est brun, il est mince, il mange raisonnablement, il bouge tout le temps, vous diriez c'est un hyperactif. Il va vivre de 4 à 5 ans. C'est de la même famille des rats, les gènes fondateurs du rat, un qui est une grosse patate de divan et l'autre qui, lui, est très actif et de lui-même limite sa consommation de nourriture. Ça m'amène à vous parler à 2 êtres encore plus sympathiques. Donc, le rat qui vit dans la nature, ici, et l'écureuil, ici. Ils avaient un ancêtre commun qui a donné naissance aux 2 branches, le rat et l'écureuil. Vous le savez, l'écureuil est avant tout végétarien. Il mange des graines, va manger des noix, trouve des noix, creuse les noix, enterre les noix, oublie les noix. Il y a des problèmes de mémoire, par exemple. Mais l'écureuil est avant tout végétarien. Si vous en avez vu courir ces fils électriques, c'est impressionnant, très actifs. J'ai rarement vu des gros écureuils obèses. Il y en a, mais je pense que c'est les gros dominants. Généralement, ils sont assez maigres et ils bougent énormément. Le rat, même le rat dans la nature, est omnivore. Ça, c'est nous autres. Ça veut dire qu'on mange n'importe quoi. Il va manger de la viande, s'il y en a. Il va manger des graines, s'il y en a. Il va manger toutes sortes de cochonneries. On le connaît, il peut même manger du fromage. Donc, je vous ai dit, le rat, même dans un centre de recherche, va vivre à peu près 2 ans, sauf des rats génétiquement un petit peu différents qui se restreignent du point de vue alimentaire, vont vivre un petit peu plus. Savez-vous comment vit longtemps un écureuil? Faites-moi des chiffres. Lancez-moi ça. 12 ans. Donc, un rat, on dit 2, 3, max 4 ans dans le cas du rat loup. 12 ans. Tu penses que c'est moins que ça? 5 ans? 7 ans? Le petit Chris qui vient dans votre cour, là. Il habitait là avant que vous déménagiez là. Puis vous autres qui pensiez là, qu'à chaque année, oh, ça doit être les descendants, ils reviennent à chaque année, puis ils s'installent. Non, c'est le même maudit fatigant qui vient chaque année. Puis s'il vous dérange, parce qu'il sait quoi faire pour vous déranger. Donc, un exemple parfait ici d'influence énorme de l'environnement sur une génétique qui, historiquement, est vraiment pas loin. Ils avaient un seul ancêtre commun, des petites différences pathophysiologiques ou évolutives très, très, très minimes, mais appelons-le, des choix de vie qui se traduisent par énormément d'exercices puis sauver des chats, beaucoup d'exercices et une alimentation qui, relativement, est saine pour ce genre d'animaux-là. Donc, comme vous voyez, tu as beau avoir un ancêtre commun, il y a une énorme différence. Ça nous a tellement intrigués, ces observations-là, qu'en 1935, il y a un chercheur aux États-Unis qui s'est posé la question à savoir, et si je prenais mon gros rat blanc de laboratoire, là, ma grosse patate de divan, et si je lui
imposait un régime alimentaire. Donc, on a coupé l'apport calorique, donc les calories dans une journée, de 40 à 50 dans une grande colonie de rats qu'on a laissé vieillir. À notre grande surprise, la plupart des rats ont vécu 50 plus longtemps. Pas 2-3 mois de plus, 50 de plus. La moyenne 40, des extrêmes de 50 Si ça fonctionnait chez l'humain, ça serait une espérance de vie humaine d'à peu près 120 ans, espérance moyenne, avec le maximum connu aujourd'hui qui est de 122 ans, bien, ça serait à peu près 155-160 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? La seule chose qu'on a fait, on a coupé l'apport calorique de 40 C'est comme si on vous coupait votre dîner ce midi. Vous avez un bon déjeuner, vous avez un bon souper, et ça se limite à ça. Donc, vous voyez, quand on dit la contribution du style de vie des choix, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de l'exercice et ces choses-là, elle est énorme. Et avec des animaux qui ont une espérance de vie plus courte, on l'a vérifié. Vous comprendrez que c'est plus dur de faire ça avec les humains, mais on le sent aujourd'hui juste par la façon à laquelle notre espérance de vie augmente de façon incroyable depuis une centaine d'années, est en grande partie à ces changements au niveau des styles de vie. Évidemment, je ne peux pas, étant un chercheur dans le domaine biomédical, passer sous silence que je ne perds pas mon temps avec ma job. On fait de la recherche et on a fait des avancées. Je vous ai illustré ici des améliorations, donc des changements dans le taux de mortalité entre l'année 2000 et 2010 en Amérique du Nord. Donc, sur une période de 10 ans, 2000 à 2010, la réduction de la mortalité dans le cas des accidents vasculaires cérébraux, pendant ces 10 ans-là, moins 25 23 à 25 C'est énorme. Cancer de la prostate, moins 8-10 Cancer du sein, un petit peu moins, on est à 2 mais à coup de dizaines de milliers de femmes, c'est beaucoup de monde. Maladie cardiaque, de 2000 à 2010, et croyez-moi, c'est encore meilleur aujourd'hui, moins 16 moins de mortalité à cause des maladies cardiaques. Sida, le champion, moins 42 de mortalité. Les gens qui souffrent de sida peuvent maintenant vivre presque une vie normale jusqu'à l'âge moyen du citoyen québécois moyen. Comment on est arrivé à ça? Bien, le plus important facteur, il est là. Pour toutes ces maladies-là, sauf le sida, la cigarette est le principal agent réducteur de risque qu'on a trouvé. Il fallait le faire. Je ne vous cacherai pas, les réducteurs de cholestérol, la prévention, les antihypertenseurs sont aussi bien en jeu dans les accidents vasculaires cérébraux. C'est ce qu'on appelle un stroke en anglais. Au niveau des deux cancers, prostate et sein, le dépistage et la prévention, particulièrement important ici. On n'a pas encore de médicaments de prévention, mais on arrive à bien mieux comprendre. La génétique a beaucoup contribué à ces avancées-là récemment. Du côté des maladies cardiaques, les antihypertenseurs, les antidiabétiques, évidemment, qui réduisent le sucre, les réducteurs de cholestérol, moins 15, évidemment, la trithérapie pour le sida qui a permis de réduire. J'ai fait exprès de ne pas parler de la première colonne, parce que c'est pas moins, c'est plus presque 70 d'augmentation d'Alzheimer entre 2000 et 2010. Puis en 2010 puis 2020, ça va être encore à peu près autour de 80 à 85 On n'a rien pour prévenir, on n'a rien pour arrêter. On arrive à aider un petit peu le patient pour ses symptômes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après ça, la maladie reprend sa progression. Les grandes avancées ici, ça c'est mon petit éditorial, c'est des gros investissements monétaires en recherche qui ont amené à ces découvertes-là. Des programmes de santé publique. Ici, bien, c'est une maladie de vieux et c'est bien dur d'aller chercher de l'argent pour les maladies de vieux. Notre gouvernement est assez insensible, celui qui est là particulièrement. L'espérance de vie à travers le monde. La première fois que j'ai vu la carte, je me suis dit,
Ouais, ça fait du sens. Deuxième chose que j'ai réalisée, je dis, wow! Le plus haut, c'est le bleu foncé. Ah, on est là, là. On est dans les gens qui ont l'espérance de vie avec l'Australie puis la plupart des pays d'Europe qui ont la plus forte, la plus longue espérance de vie de toute l'humanité. À presque 80 et plus. 80 les hommes au Québec, 83 ans les femmes. Mais regardez en Afrique centrale, on est ici, en bas de 40 ans. Ils sont en 2019, eux autres aussi. Si on regarde de quoi on meurt, de quoi on meurt au Canada? Bien, la première cause est les maladies cardiaques, les crises cardiaques. L'Alzheimer numéro 2. Vous n'aviez pas pensé à ça, hein? Vous avez peut-être pensé cancer, diabète. Alzheimer maintenant, depuis à peu près 5 ans. Troisième, cancer du poumon. Quand on appelle maladie pulmonaire, c'est les maladies qui sont dérivées de la cigarette. On appelle les MPOC, les maladies occlusives pulmonaires, causées par la cigarette. Les accidents vasculaires cérébraux, encore le cancer, encore le cancer, encore le cancer, puis le diabète en position numéro 10. Donc, maladie cardiaque, cancer, 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 diabète. C'est de ça qu'on meurt, nous, chez nous, au Canada. Ce qui se passe en Afrique centrale, de quoi ils meurent? Sida, numéro 1, virus. Numéro 2, meurt de la grippe, virus. Ou d'une pneumonie, bactérie. Accident vasculaire, maladie cardiaque. Une diarrhée mortelle, on peut imaginer que c'est viral, encore une fois. Tuberculose, une autre bactérie. Malaria, parasite, dégoûtant. Maladie occlusive pulmonaire, numéro 9. Finalement, quelque chose qu'on connaît, l'hypertension. Qu'est-ce qui nous différencie des Africains? Nous, on meurt des maladies du luxe. On meurt des maladies de l'abondance. Puis vous allez savoir tout à l'heure pourquoi je vous dis ça. Eux, ils meurent de la façon dont nous, on mourrait dans les 1800, c'est-à-dire les maladies infectieuses, virales ou bactériennes, à peu près 8 fois sur 10, comme vous pouvez voir là. Donc, à travers le monde, on est dans une situation où notre médecine, nos connaissances médicales, mais aussi, je dirais, nos connaissances en santé publique, font que nous, on meurt de trop d'affaires, l'hypertension, le sel, diabète, le sucre, les graisses, le cholestérol, maladie cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux, même le cancer. Les graisses et le cancer, il y a un lien direct entre les deux. Prenons le cas de la Chine, c'est fascinant. La Chine, vous le savez, jusque dans les années 70, il était pas mal pris au 18e siècle. Après la révolution de Mao, ils sont pas mal retournés au Moyen Âge, ils ont détruit les universités, bref, ils sont retournés un petit peu dans le temps. Quand vous regardez l'espérance de vie en Chine, ce que vous voyez ici, dans les couleurs plus foncées, le long de la côte Est, donc Shanghai, Pékin, Macao, c'est là où vous avez une concentration aussi, je vous dirais, un peu de la connaissance, de l'évolution des grandes villes. Mais l'espérance de vie est autour de 75. Quand vous allez du côté du Tibet, dans l'ouest ou dans le nord, du côté de la Mongolie, là, vous tombez, vous mourrez autour de 40 à 50 ans. Donc, vous avez deux Chines. Une Chine qui est du côté un petit peu plus industrialisé, puis une Chine qui est du côté pas mal moins industrialisé. Je vais vous superposer directement par-dessus la valeur ajoutée en 100 millions de yuans. Donc, autrement dit, la valeur PNB chinoise par territoire. Et vous voyez que là où on est le plus riche en Chine depuis les dernières 30-40 ans, c'est là où on vit aussi le plus longtemps. Et du côté du Tibet, ou dans le coin de la Mongolie, là où on vit le moins longtemps, c'est là aussi où on est le plus pauvre. Donc, corrélation entre les deux.
Devinez de quoi on meurt dans les grandes villes ici. Faites-moi un guess comme ça, là. Le cœur, hypertension, cancer. Devinez de quoi ils meurent, eux autres, ici, là. Le foie, les infections du poumon. Ils ne meurent pas de cancer, ils ne meurent pas de diabète, puis ils ne meurent pas de rien que nous, on meurt. Eux autres ont fait en 40 ans ce que nous, on a pris 125, 130 ans à faire, mais ils ont arrivé au même point que nous autres, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation directe entre la richesse, la façon dont on meurt ou on vit, et la façon dont on va vivre, la longévité qu'on va parvenir à atteindre. Ça, c'est un clip que j'ai sorti d'un article de La Presse il y a quelques années. Il parlait des États-Unis, que quand il comparait le 1 en bas, le tiers, le bottom third, là, celui qui est en bas, le tiers en bas, il y a une différence de 15 ans dans l'espérance de vie ou la longévité aux États-Unis. Là, on ne parle pas de l'Afrique, là. 15 ans de différence entre les deux. Et ça m'a fasciné. Je me suis mis à fouiller. Je dis, ça a l'air de quoi au Québec? En fait, à ma grande surprise, il y a un énorme gradient sur l'île de Montréal. Or, on va être honnête, moi, je travaille dans le CIUS de l'ouest de Montréal, donc je suis du côté du bleu foncé, ceux qui vivent longtemps. Puis ça, c'est ceux qui vivent moins longtemps. On dit qu'il y a une différence de 9 ans d'espérance de vie entre l'ouest de Montréal puis l'est de Montréal. 9 ans. Vous vous en doutez, il y a un lien entre l'économie et l'espérance de vie. Mais on ne peut pas blâmer le système de santé parce que, comme j'allais vous le dire, dans le CIUS de l'ouest de Montréal, les problèmes d'urgence sont encore plus misérables que ceux qui ont dans l'est ou qu'il y a dans le nord, qu'il y a dans le sud. C'est pourri partout. Fait essentiellement, le système de santé au Québec, il est équivalent partout. On ne peut pas dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux traités que d'autres. Par contre, on a ce gradient-là qui n'est pas dû à notre système de santé et qui se traduit essentiellement par les niveaux de vie élevés des gens de l'ouest de Montréal versus les gens avec des revenus beaucoup plus faibles, se traduisant ici, puis là on les a quantifiés en quintiles plutôt, de l'ordre de 5 à 7 ans entre les gens à revenus élevés et les gens à revenus faibles. Les choix de style de vie qu'on fait sont forcément conditionnés par les revenus qu'on a. Et on achète ce qu'on a avec ce qu'on a. Et quand on en a plus, on fait peut-être des choix plus éclairés, on fait des choix qui sont peut-être plus santé qu'on ne ferait pas si on n'avait pas ces revenus-là. Mais c'est en rien à voir, tandis qu'aux États-Unis, c'est différent. Au Québec, ça n'a rien à voir avec notre système de santé. Il est partout pareil à la grandeur de Montréal. Elle a dit est aussi mauvais d'une place à l'autre, là. Mais il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose en 2011. Pas juste au Québec, pas juste au Canada et pas juste en Amérique du Nord aux États-Unis. Depuis les années 70, à tous les 10 ans, on ajoute en moyenne 2 ans d'espérance de vie à tous les 10 ans. Donc, depuis les années 70, essentiellement, quand je vous dis aujourd'hui, on est rendu à 80 ans d'espérance de vie, bien, soustrayez ça. À tous les 10 ans, on enlevait 2 ans. Vous faites-les dans le sens contraire. Depuis les années 70, chaque 10 ans, on gagne 2 ans de plus d'espérance de vie. Puis extrapoler, ça veut dire qu'à la fin de 2100, les Québécois ils vont être proches de vivre en moyenne entre 95 et 100 ans. On va vers une société qui va devenir communément centenaire. Mais en 2011, est arrivé quelque chose. Regardez, les chiffres de 2000 à 2015, on avait notre 2 ans, ici c'est 2 mois par année, mais multipliez ça par 10 ans. Ça fait à peu près 2 ans, 2 à 3 ans par décennie d'augmentation d'espérance de vie de 2000 à 2015. Mais à partir de 2011 jusqu'à 2015, on a descendu big time par mois de ce que c'était avant, de 2000 à 2015. Aux États-Unis,
en Angleterre, mais en France aussi, du côté de l'Allemagne, de l'Italie, mais pas vraiment du côté de la Suède, où ils gagnent 1,8 mois à chaque année, d'espérance de vie. Ça n'a pas tellement bougé chez eux. Qu'est-ce qui est si dramatique ici en Amérique du Nord et en Angleterre qu'on voit moins ou pas du tout en Suède? Qu'est-ce qui est arrivé en 2011? En 2008, on a eu la récession. Et la récession a frappé dur en fonction des pays. On l'a eu dur au Québec, vous le savez autant que moi. Aux États-Unis, il y a des classes sociales qui l'ont vécu terriblement mal. En Suède, à cause du système social, le filet social qui est bien meilleur que le nôtre, ils ont réussi à passer mieux au travers. Donc, on en revient encore une fois à la richesse collective. Il y a eu aussi l'arrivée de l'explosion, mais plus aux États-Unis, pas tellement au Canada, des opioïdes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais perdu autant de monde à cause des surdoses de drogue. Et on pense aux opioïdes, on pense juste aux drogués, mais il y a plein de gens qui sont devenus dépendants des opioïdes et qui n'avaient absolument pas le profil des drogués, puis qui n'avaient rien à voir avec ça. Il y avait un problème de dos, puis ils sont devenus des drogués sans le vouloir, sans pouvoir rien y faire. Le Canada commence à souffrir de ça, vous le savez, depuis 3 ans. C'est à Vancouver le problème. On commençait à en voir l'année passée à Toronto. Il y a quelques cas à Montréal, mais la vague s'en vient de l'ouest vers l'est. Nous aussi, on va voir nos chiffres perturbés par ça. Il y a l'obésité. Dans le cas des États-Unis, c'est assez flagrant. Au Canada, on a un gain de poids collectif qui est modeste. Rien à voir avec les Américains. Vous le savez, les Américains mangent mal. Il y a aussi, et ça, je me dois de l'admettre étant chercheur, la fin des miracles médicaux faciles. Donc, on a eu les réducteurs de cholestérol, les réducteurs d'hypertension, on a eu tout ça dans les années 90-2000. Et là, chaque fois qu'on veut trouver un nouveau médicament qui va être meilleur que l'autre, ça ne marche pas souvent. Et pas juste dans le cas des maladies vasculaires. L'Alzheimer, on est rendu à 163 molécules différentes qu'on a essayées chez l'humain depuis 2003, à peu près 15 ans. 160, il n'y en a pas une seule qui a fonctionné. On n'a rien pour l'Alzheimer à part un petit traitement stabilisateur. Donc, les médicaments, les solutions faciles, beaucoup plus difficiles aujourd'hui, on doit travailler plus fort pour avoir un médicament impressionnant. Et pour la première fois en 4 décennies, on a vu une réduction de l'espérance de vie, ce qui était du jamais vu depuis les années 70. Donc, il y a eu un infléchissement autour de 2011 et on le vit tous, et je vous dirais, portez attention. Maintenant, je vais essayer d'être un petit peu plus positif. Il y a des collègues chercheurs, et entre autres, un chercheur qui a travaillé avec le National Geographic s'est posé la question, est-ce qu'il y a des endroits sur la planète Terre où les gens vivent anormalement longtemps? Et quand je dis anormalement longtemps, c'est qu'ils vivent de 7 à 10 ans de plus dans leur petit coin de pays que la moyenne de leur nation à eux. Il y en a 5 endroits qu'on a appelés les zones bleues. Vous avez l'île d'Icare, qui est tout près de la Grèce, ici. La Sardaigne, qui est une petite île de l'Italie, qui est tout près, dans le même coin, en Méditerranée. Vous avez évidemment Okinawa, qui est une petite île en banlieue du Japon, qui est une île dérivée du Japon. Vous avez Loma Linda, celle-là, vous allez la trouver drôle, c'est en Californie. Mais disons que c'est une secte religieuse qu'on appelle les adventistes, qui ont des idées particulières, mais vous allez comprendre tout à l'heure, quand je vais vous parler de leur style de vie, vous allez comprendre pourquoi ils vivent longtemps, eux autres. Et finalement, vous avez du côté du Costa Rica, Nicoya, qui est une presqu'île, ça le dit presqu'île, presque une île, aussi où on vit presque 10 ans de plus que le reste, plus vieux que le reste du Costa Rica. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces 5 régions du monde? Bon, il y en a 3 qui sont des îles, une presqu'île, puis il y a le groupe religieux en Californie. Donc, il y a une histoire d'île qui est là.
Mais quand on fait le tour des caractéristiques principales, qu'est-ce qu'on a? Bien, les gens qui vivent sur une île font des activités liées à la vie quotidienne tous les jours. C'est-à-dire qu'ils ne partent pas pour aller dans un gymnase, ils ne font pas du marathon sur le bord de la plage le matin. C'est que tout est sujet, obligation de faire de l'activité physique. Le gazon, ils ne le font pas avec la grosse tondeuse à gazon taureau, ils le font à bras. Ils font le jardinage à bras, tout se fait à bras. Et quand ils vont au marché, généralement, ils vont y aller aussi en marchant. Donc, l'activité physique, elle est très notable à cause de leur style de vie, l'emplacement sur une île. Ils ont des attitudes positives et des objectifs de vie très clairs. Et peut-être ce qui est encore plus important, ils ont comme philosophie de ralentir. Je vous ramène ma secte des Adventistes en Californie. 3 fois par jour, ils prient. On s'entend ralentir. Quand tu t'arrêtes pour prier, si tu ne ralentis pas à peu près. Ils font pousser tout ce qu'ils mangent. Donc, ils passent une partie de leur vie aussi sur la terre à faire pousser les choses. Ils vivent en Californie, il fait chaud, il fait beau, c'est merveilleux, à part les tremblements de terre, mais il n'y en a pas souvent. Si vous allez du côté du Japon, ça fait partie à Okinawa de la culture d'arrêter après le dîner, de s'asseoir et de penser à ses ancêtres. Autrement dit, un temps de réflexion. À Nicoya, c'est plus simple. C'est la belle sieste après le dîner. Alors, ils dorment. Les Espagnols font ça aussi. Fait essentiellement, il y a des moments dans la journée où ils ralentissent. Du côté du Japon, du côté de Nicoya et même du côté de la Sardaigne, l'habitude, c'est de cesser de manger avant de ne plus avoir faim. On n'attend pas d'être plein. Ça, c'est typique de chez nous. Finir ton assiette. Là-bas, c'est qu'ils arrêtent autour de 80 %. Les Japonais, c'est carrément 80 %. Ils vont même, avant de commencer à manger, prendre un morceau de la nourriture, la mettre de côté, puis ils ne la mangeront pas. C'est dans leur philosophie. Pensez à mes gros rats, patates de divan. Si on force une restriction calorique de 40 % on fait sauter le dîner, on a une augmentation de l'espérance de vie de 40 à 50 %. Eux autres, c'est dans leur culture. Ils font ça. C'est comme ça. Ah, ça, je suis sûr que les gars dans la salle vont être contents. C'est vrai, vin ou bière, systématiquement. Il y a toujours un peu, pas une tonne, un peu d'alcool dans toutes ces cultures-là, qui est généralement associé au repas, la prise du repas, que ce soit sous forme de bière ou de vin. Les fèves sont bizarrement communes à toutes ces îles bleues, toutes ces régions du monde qui sont dites bleues. Fèves différentes du côté du Japon, c'est fèves germées, on s'entend, ça n'a rien à voir avec la fève rouge du sud, par exemple, de l'Amérique du Sud. Mais la fève, qui est une source de protéines qui remplace la viande, surtout la viande rouge, fait partie de l'alimentation, vivent en famille et en communauté longtemps, et c'est des gens qui sont résilients et tolérants, donc ils ne s'en font pas nécessairement avec tout. J'en reviens à mon premier commentaire. Mesdames, ça vous coûte plus cher. Bien, il y a une raison, elle est sur le graphique. Ici, vous avez les chiffres de la Finlande. Je vais vous montrer le Canada bientôt. Depuis les années 70, 1970-75, ça, c'est la progression des centenaires en Finlande. Ça, les gars, ça s'appelle pas bien bouger. Puis ça, c'est la progression des femmes centenaires. Imaginez, c'est un rendement, ça, c'est un investissement. C'est les femmes. Au Canada, bien, c'est la même affaire. Les gars, vous êtes en bleu foncé, là, le petit prout ici, là. Il grossit un petit peu. Puis le bleu pâle, mesdames, ça, c'est vous. Essentiellement, le nombre de centenaires va en augmentant de façon exponentielle en Occident, au Canada aussi, mais il est essentiellement composé de femmes. Et les hommes ne sont plus là. Le Québec est où là-dedans? Pile sur la ligne, la moyenne nationale. On n'est pas mieux, puis on n'est pas pire que les Ontariens. Vous savez, on se compare toujours aux Ontariens, ça a l'air. J'ai des collègues
Européens qui ont passé une quinzaine d'années à étudier un groupe de 160 centenaires en France. Essayez de comprendre qu'est-ce qui faisait d'eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, dans leur vie pour devenir centenaires, qu'est-ce qui était particulier. La première chose qu'ils ont faite, ils ont assis les centenaires puis ils les ont posé des tonnes de questions. La plus importante étant, c'est quoi votre secret de centenaire? Il y a une dame qui rentre et elle dit, « Ah, moi, c'est le petit verre de brandy au midi, le soir, depuis que je suis tout jeune. » Le monsieur qui suit, c'est mon secret, pas d'alcool. La madame qui suit, moi, c'est un petit peu de miel, matin, midi, soir. La madame qui suit, ah, elle n'a rien fait de spécial. L'autre qui suit, ah, moi, je suis très religieuse, je prie tout le temps. L'autre qui suit, croit pas au bon Dieu. Bref, il y a eu 150 réponses après 150 entrevues parce que personne dans les centenaires ne voyait rien de spécial à sa situation. Quand ils ont refait l'exercice, non pas avec les centenaires, mais avec soit les enfants ou des membres de la famille qui connaissaient les centenaires depuis longtemps, là, ils ont vu des patterns qui sont émergés, des choses qui ressortaient. Elles sont presque toujours, elles, parce que les centenaires, c'est 88 % des femmes. Donc, 9 centenaires sur 10 sont des femmes. De nature gaie, optimiste et confiante en l'avenir. Donc, ce n'est pas ma mère qui est toujours en maudit, c'est des gens qui sont naturellement optimistes, gais. On dit d'un caractère fort, voire d'un sacré caractère. Ça, c'était celle qui revenait systématiquement, surtout chez les femmes. Ce sont des femmes en contrôle de leur vie. Rappelez-vous, là, ce sont des femmes qui ont 100 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont nés au début du siècle dernier. Donc, ils ont passé à travers la première, deuxième guerre mondiale. Ils l'ont eu dur, les femmes, à cette période-là, et ça restait des femmes avec un sacré caractère, donc des femmes en contrôle de leur vie. Vécu sans excès ni privation, ça revient à ce que je disais quand on interrogeait les centenaires. Il n'y a rien de spécial. Ce n'est pas des gens qui se privaient, puis ce n'est pas des gens qui vivaient dans le gros confort sale. Ils étaient ordinaires. Le classique, presque 75 % des hommes et des femmes ont répondu « J'ai travaillé fort et j'ai travaillé longtemps. » La retraite, elle m'a entendu ce mot-là, eux autres. Puis je vais être franc avec vous, Radio-Canada me demande, il y a une dizaine d'années, de faire un spécial, une émission du matin, vous savez, les shows du matin là, avec On me mère là, pendant 1 heure. Il m'avait demandé de trouver 5 centenaires. On a trouvé 8 centenaires. On avait 2 messieurs, ils étaient à 97, 99. On n'a pas trouvé un de 100, mais les autres, madame, ils étaient tous centenaires. Puis on les a ramenés à Radio-Canada, on fait notre entrevue. Puis moi puis l'animateur, on était morts de rire parce que il était tellement occupé, ce monde-là, il n'arrêtait pas de nous dire « Vous êtes chanceux, on soit là le matin, j'ai annulé ça, puis j'aurais pu faire ça, puis là, j'avais un tournoi de paye, tout ça, puis ça. » Puis l'animateur me dit « Ouais, ça n'a pas de bon sens. » J'ai dit « Ils ne sont pas de même. » Je dis, ils sont tous comme ça. Ils ont des agendas de fous. Ils n'arrêtent pas. Ils ont toujours été comme ça. La retraite, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont jamais vu ça comme une fin. Ils ont toujours continué. Puis l'année passée, ou il y a 2 ans, je fais une entrevue avec Marina Orsini, puis on a amené une dame qui avait 104 ans avec nous. Puis la dame, elle arrive, puis moi, j'arrive tout de suite après. Marina s'assoit avec nous autres. Puis la dame, elle s'assoit, elle dit « Ouais, pas drôle, les gens du stationnement ici. » Marina a dit « Pourquoi vous dites ça? » Ben, elle dit « L'auto de ma belle-fille ne marchait pas. » J'ai pris mon auto, mais c'est envenu. Puis là, elle essayait d'expliquer aux gens qu'elle avait une émission de télé, mais elle ne se rappelait plus du nom de l'émission de télé. Puis le gars qui était au guichet, il ne voulait pas la laisser rentrer. Bien, vous direz à la Orsini là, que je m'en vais de bord. Puis au final, ils l'ont laissé rentrer. Marina était flabbergastée de voir la madame, là, ça avait. Ces semaines, là, ça n'arrêtait pas. C'est pas des exagérations, ce que je vous dis. Ça a été notre expérience à chaque fois qu'on a essayé de faire des émissions avec ces gens-là.
entouré de sa famille jusqu'à un très grand âge et qui provient d'une famille où on vit longtemps. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas une condition. Mais on voit peut-être chez le 2 tiers des gens, quand depuis longtemps, on se rend à 80, 90 ans, il y a de fortes chances que les gens vont se rendre à 80, 90 ans. C'est quelqu'un qui est généralement très sociable, aime la compagnie et refuse de s'effacer de la société. Donc, aujourd'hui, on estime qu'il y aurait plus de 450 000 centenaires sur la planète. Et bizarrement, si vous prenez les centenaires uniquement, il y a une chance sur 1000 qu'il y en a qui vont dépasser le 110 ans, ceux qu'on appelle les super centenaires. Et le record de longévité, c'est Mme Calment qui le possède aujourd'hui. Longévité prouvée, parce qu'il y en a plein qui ont raconté toutes sortes d'histoires. Là. Il y a des gens aux États-Unis qui prenaient le baptistère de leur grand-père, mais qui avait le même nom, qui était né dans la même ville, puis ont essayé de faire croire qu'il avait 160 ans. Mais prouvé, Mme Calment, elle est décédée à, est-ce que vous le savez? 122 et 8 mois, presque 123 ans. Fait que moi, ça va se compléter ici, si je ne me trompe pas, avec un petit commentaire. Comme on dit en anglais, un take-home message. Quand je vous dis qu'en Occident, on meurt des maladies de l'abondance, ce que je veux dire, c'est qu'on se laisse séduire par les affaires qui goûtent bon. Non seulement on en mange beaucoup, mais on a tendance à en manger souvent. Puis je voulais résumer, c'est super simple. On parle du sel, qu'on a beaucoup trop dans notre diète. Pas nécessairement le sel que vous mettez quand vous achetez ou vous fabriquez vos propres soupers, vous faites vos soupers. C'est le sel que vous allez acheter quand vous mangez du Saint-Hubert, c'est quand vous allez au restaurant, quand vous mangez un hamburger. La nourriture industrielle qu'on mange, puis je mets Saint-Hubert là-dedans, elle est terriblement salée. Pourquoi? Parce que ça évite de mettre des préservatifs. Le sel est un préservatif naturel. Mais le sel est associé à l'hypertension, aux maladies cardiovasculaires, c'est prouvé. Rajoutez par-dessus ça ce que nous vivons tous, qui s'appelle l'âge, et là, vous verrez votre risque se multiplier. L'âge, c'est un multiplicateur de risque. Sel plus âge, et pensez à mon gros rat, patate de sofa, vous ne bougez pas, on vous garantit une hypertension et une maladie cardiovasculaire. C'est vrai qu'on a des médicaments aujourd'hui pour les contrôler, ces maladies-là. Je vous l'ai montré, ça a même atténué la mortalité de ces deux maladies-là. On ne se le cachera pas. Si c'est contrôlé, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Donc, en bas, pas centenaire. Ce que vous ne savez peut-être pas, puis c'est une question de temps ce matin, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous en parler, mais les facteurs que sont l'hypertension et les maladies cardiovasculaires sont aussi devenus parmi les principaux facteurs de risque d'une maladie qui fait peur maintenant, la maladie d'Alzheimer. On a le sucre en haut. Le sucre, diabète, ça vous le savez. Ce que vous savez peut-être moins, le docteur Béliveau s'évertue à le dire à tout le monde, le sucre est aussi associé au cancer. On a beaucoup trop de sucre dans notre diète, beaucoup trop. Et aussi aux maladies cardiaques. Vous ajoutez l'âge, vous ne faites pas d'exercice, mais on vous garantit diabète et ou cancer et ou maladie cardiaque. Là, j'en ai une bonne pour vous autres. Au Québec, quand on meurt dans notre beau 83 ans, là, combien de maladies chroniques, là, comme ça, là, diabète, cancer, artériosclérose, arthrose, combien de maladies chroniques qu'on a quand on meurt de notre belle espérance de vie moyenne du Québécois? 1, 2, 3, 6. Ceux qui pensent que c'est 2, levez la main. Ceux qui pensent que c'est 5, levez la main. Hey, vous êtes bons en baptême. Vous m'avez écouté. Finalement, Grèce, je pense que je n'ai pas besoin de faire de dessin. Grèce, c'est la pire de toutes parce qu'elle solubilise, elle rend disponibles les toxines qui causent le cancer. Évidemment, pour ce qui est du diabète,
elle va complètement chambouler le foie, le pancréas, ce qui fait qu'on ne gère plus le sucre. Au niveau des maladies cardiovasculaires, j'aime l'exemple du docteur Béliveau. C'est un bouche-artère, ça bouche le trou. Vous rajoutez l'âge, ça veut dire qu'on gère moins tous ces problèmes-là. Pas d'exercice et on vous garantit que vous ne serez pas centenaire. Fait que je vais arrêter ici pour prendre quelques questions, ceux que ça intéresse. Ceux qui sont bien curieux, ce qu'on a fait ce matin en 45 minutes, je l'ai écrit en détail avec toutes les références et puis évidemment, c'est un petit peu plus élaboré dans un bouquin qui est sorti l'année passée. Sentez-vous bien à l'aise, il est disponible partout. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous n'aurez pas de misère à le trouver dans les librairies. Merci beaucoup, puis on va prendre des questions. Merci beaucoup, Dr. Poirier. En fait, pas scientifiquement parlant pantoute, mon affaire, il y a à peu près 9 gars sur 10 dans la salle, puis il y a à peu près 9 femmes sur 10 qui sont des centenaires. Statistiquement, vous allez toutes nous enterrer, les filles. Question au micro. C'est maintenant le temps de poser vos questions au Dr. Poirier, ou de réagir, en fait, à la présentation du Dr. Poirier. Loïc, au micro numéro 1. Oui, Loïc Breton, SUPV Québec. Vous parlez beaucoup des facteurs personnels, qui est le côté génétique, mais au niveau de la pollution, oui. Il y a beaucoup de statistiques qui commencent à sortir, à savoir que la pollution de l'air cause énormément de problèmes de santé. Oui. Quelle proportion que la pollution peut représenter? C'est très difficile parce qu'évidemment, très variable dans un seul et même pays. Prenez Montréal, le taux de pollution qu'on a à Montréal versus Drummondville. Donc, quand on essaie d'établir des cartes, je vous dirais, c'est très difficile. Mais vous avez tout à fait raison. Le lien pollution-cancer est très clair. Le docteur Junot à l'Institut de cardio vont vous dire pollution, maladie cardiovasculaire, parfaitement établie. Maladie d'Alzheimer, non, parce que c'est surtout génétique, la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas tellement lié à l'environnement. Mais et au niveau de l'hypertension, il y a un peu de lien, à ma connaissance, au niveau du risque pollution versus risque hypertension. Mais les deux gros tueurs, cancer et maladie cardiovasculaire, c'est clair. Et quand on parle de ces deux maladies-là, bien, vous avez vu la liste tout à l'heure, ils sont dans les top 5 des maladies qui nous tuent au moment où on atteint notre espérance de vie moyenne. Et ils font partie des 4-5 maladies qu'on a au moment où on décède au Québec. Merci. Bienvenue. D'autres interventions, questions, commentaires pour le Dr. Poirier? Si vous me permettez un dernier exercice, dans ce cas-là, allez-y. ça va être amusant. Je l'ai fait à l'Assemblée nationale avec nos députés. Ceux qui, dans la salle, pensent atteindre l'espérance de vie moyenne du Québécois, levez la main. Très bien. Donc, OK, relevez la main. Bougez pas. Fait que tous ceux qui sont à ma droite, baissez la main. Fait que ceux qui sont à ma droite, regardez à la gauche. Ça, c'est les gens qui vont avoir l'Alzheimer. Fait que vous allez vous occuper d'eux autres. Puis les gens qui ont l'Alzheimer, regardez, ça a l'air de quoi? Des aidants naturels. Fait que vous allez être obligés de vous laisser laver par ce monde-là. Je sais que ça a l'air ridicule, mais au moment d'avoir 80 ans au Québec, on a entre 40 et 50 de chances d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et comme je vous disais, c'est la seule dont on a perdu le contrôle. On n'a pas de façon de la prévenir, on n'est pas capable de l'arrêter. On l'a ralenti un petit peu pendant 2-3 ans. Fait que c'est une situation qui, à mon avis, est problématique et qui va éventuellement avoir un impact sur nous autres. Et surtout, vous autres, parce que vous en allez allègrement vers l'âge à laquelle ces maladies chroniques-là débutent. Ceci étant dit, je vous remercie de votre attention, puis vous avez été un bon public, puis peut-être à une prochaine fois.